Bonjour monsieur, alors si vous voulez bien vous présenter d'abord et puis nous dire comment vous avez pris contact avec l'aviation, qu'est-ce qui vous a décidé à faire votre carrière dans cette spécialité? Eh bien bonjour, je suis Michel Liébert, je suis né en février 40 à Châteauroux, pays d'aéronautique, ma mère s'était repliée là-bas de Paris durant la guerre. J'ai donc, à la Libération, je suis revenu à Paris avec ma famille, à Levallois, et j'ai fait mes études à l'école communale de Levallois, puis au lycée Chaptal, et là j'ai préparé les écoles d'ingénieurs et j'ai fait l'école supérieure d'électricité, Supélec, pendant 2 ans. Alors pourquoi j'ai choisi Supélec et pas Centrale, où j'étais reçu également? Remarquez, c'était prémonitoire puisque les deux écoles ont fusionné. Parce qu'à Supélec, c'est la dernière année où il y avait 2 ans, et j'avais le projet de faire une autre école d'ingénieur sur titre après, dans l'aéronautique Supéro. Et puis au bout de 2 ans, j'en ai eu un peu marre des études, donc j'ai postulé à un poste d'ingénieur chez Dassault. Alors pourquoi je suis tombé dans l'aéronautique alors que mon père a fait toute sa carrière de 50 ans chez Citroën, qu'il était fou de voitures? Moi j'aimais bien les voitures, mais à 10 ans, mon père a rencontré Pierre Lorez, qui était le fondateur de la revue L'Automobile. Et il est venu voir mon père pour parler voiture. Ça devait être vers 1950. Et il lui a apporté une demi-douzaine d'Aviation Magazine, qui était le magazine qu'il avait fondé. Et là, alors il faut dire que Pierre Lorez est un compagnon de la Libération, qu'il a été très impliqué après-guerre, évidemment, dans le monde de l'imprimerie, de l'édition. Donc, ces revues, pour moi, ça a été une révélation. Il y avait des petits plans que je copiais, que j'agrandissais, et puis je faisais des maquettes en balsa pendant mes vacances que je passais à Châteauroux. Et donc là, je suis devenu fou d'aviation. Je passais ma vie devant avec mes copains, on allait devant la base de d'Éole où étaient établis les Américains, et là, on était en admiration devant ces sabres, tous ces avions, ça n'arrêtait pas. Et ça m'a un peu conforté dans mon amour de l'aviation. Donc voilà comment je suis tombé dans l'aviation. Donc après, à l'issue de vos études, donc vous vous dirigez tout naturellement vers la maison Dassault qui était déjà installée à Déole? Non, la maison Dassault était à Saint-Cloud. J'étais d'ailleurs allé mendier des photos, j'avais 14 ans à peu près, ça devait être en 54, où alors, à l'époque les sociétés étaient très généreuses, elles donnaient des tas de photos. J'ai encore quelques photos que la société m'avait données. Non, en réalité mon père était un ami d'un monsieur qui s'appelait Noir, qui était un ancien dessinateur chez Lioré-Olivier, et il était très copain avec monsieur Quétard, qui à l'époque était le directeur du bureau d'études de la Matra, qui était un Supélec aussi d'ailleurs. Et sans problème, il a proposé de m'embaucher à 1800 francs par mois, ce qui est une gentille somme à l'époque. Et donc, moi, les engins, c'était pas trop mon truc.
Et donc, avant la fin de mes études, en avril, à Pâques, j'ai téléphoné à un ancien de Supélec, M. Lequinf, qui était le patron du bureau d'études électricité de Dassault. Il m'a donné rendez-vous à Saint-Cloud, je l'ai rencontré, il m'a dit « Oh, vous plairez pas chez moi, je vais vous emmener voir un monsieur qui cherche quelqu'un qui a votre profil. » Alors bon, je me laisse guider, et là je rencontre monsieur Riesenthaler, Joseph Riesenthaler, qui était le patron de DED, c'est-à-dire la division équipement Dassault, qui faisait les commandes de vol des avions. Et là, ce monsieur qui avait une séduction extraordinaire m'expose pendant un quart d'heure ce que j'aurais à faire. Et là, j'étais quand même un peu gêné. Il me proposait de travailler sur l'engin, le MD-620, qui était fabriqué pour les Israéliens, le MD-620 Jericho. Bon, j'en ai pas placé une. Et pourtant je suis bavard, je ne savais pas combien j'allais toucher, je ne savais pas du tout comment ça se passait dans cette société, et il conclut l'entretien par quand est-ce que vous commencez? Alors je lui dis, écoutez monsieur, je suis un peu gêné, là, je n'ai pas fini mes études. Et il me dit, quand terminez-vous? Je lui dis, le fin juin. Il me dit, d'accord, 1er juillet, vous vous présentez, on vous embauche. Bon. Et là, on m'a emmené à la direction du personnel, où j'ai rencontré M. Prax, qui était un personnage aussi dans la société, et qui me dit, voilà, vous êtes embauché sans horaire, machin, des choses que je connaissais absolument pas, au salaire de 1750 €. Ah, je perdais 50 € sur ma tra. Bon, tant pis, j'étais dans la place. Et donc, à partir de là, j'ai travaillé sur l'engin, j'étais au bureau d'études. Alors, ce qui était un peu gênant, c'est que quand il m'a présenté le 1er juillet à mes futurs collègues et à mes futurs patrons, il ne les avait pas prévenus. Donc, il y a eu un petit froid quand même. Et puis là, je travaillais, j'avais des copains, Raymond Blanc, Philippe Roire, Miri, enfin tous des gars qui avaient à peu près mon âge. Et on s'entendait bien, on déconnait bien ensemble, c'était sympathique. Il y avait Gestro aussi, Denisot. Et puis les patrons, c'était Claude Beignet, qui était un type formidable, qui est l'inventeur des commandes de vol électrique chez Dassault. On peut dire que c'est lui qui est à l'origine. Et le plus beau, c'est que c'est un autodidacte, au fond. Il préparait Mathsup, et puis des problèmes de famille l'ont empêché de continuer ses études. Donc, il a été embauché chez Dassault à Argenteuil, dans une unité qui est devenue par la suite l'électronique Marcel Dassault, qui est parti à Saint-Cloud, d'Argenteuil. Donc, voilà mon entourage. Et donc, je me suis mis bravement à travailler sur l'engin, puisque c'était pour ça que j'avais été embauché. Mais j'ai fait assez rapidement, j'ai été embauché en juillet, pendant le mois d'août j'ai été payé 100%, ce qui est quand même pas mal, puisque c'était les vacances. Et à la fin de l'année, il y a eu un tir du fond de l'engin à la SEPR à Istres, donc j'ai assumé ce tir. Bon, avec le recul, je me dis que j'étais quand même un peu gonflé. Et puis, là, il y a une anecdote qui aurait pu me coûter la porte, c'est que le matériel d'essai qu'on avait pour asservir le fond de l'engin,
qui tirait vers le ciel, le boîtier est tombé en panne. Donc plutôt que le dépanner, j'en avais un en rechange, je l'ai changé. Et là, le monsieur qui était censé diriger, je dis bien censé, parce que ADED, l'électronique, les essais, la fabrication, le bureau d'études mécaniques, chacun vivait sa vie sous la coupe de cet homme extraordinaire qui était Joseph Riesenthaler, qu'on adorait tous. Et donc, j'ai changé le boîtier, il m'a fait un sac, et en rentrant à Paris, bon, ça s'est bien passé, il voulait ma peau. Et Riesenthaler a sans doute haussé les épaules, donc à partir de là, avec M. San Martin, les relations ont été tendues. Alors, San Martin, c'était un arts et métiers apatride, qui travaillait dans la boîte et qui était assez arriviste, pour pas dire plus. Et mes collègues, Beignet, Dumont, tout ça, ils le tenaient un peu à bout de gaffe. Et puis là, j'ai assisté, alors là, j'ai fait les essais de vibration, des essais thermiques chez l'électronique Marcel Dassault, à Saint-Cloud d'ailleurs. Et puis, avec un de mes collègues, qui lui était... c'est vrai que je lui ai un peu pris le boulot, Michel Gesselin, j'ai assisté au tir à l'île du Levant fin décembre 65, oui. J'ai assisté au tir de l'engin, et puis là on travaillait comme des bêtes. Hein. En plus de ça, quand j'ai débarqué à l'île du Levant, il n'y avait plus de place chez les marins. Donc je suis allé coucher chez les nudistes, des vrais nudistes, hein, il ne faisait pas très chaud, ils descendaient en veste, mais les fesses à l'air. Et donc c'était assez amusant, sauf que un soir, on est rentré vers minuit, on avait, avec Gesselin, on avait des problèmes sur le pilote automatique, et j'ai loupé un virage avec la 4L et j'ai cassé la 5e 4L qu'on a cassée là-bas. Si avec ça, alors mon copain Michel Gesselin, il avait le boîtier dans ses bras, on était un peu endormis, il faut bien le dire, et puis là j'ai cassé un guidon, donc j'ai eu droit à un interrogatoire de la gendarmerie maritime, et puis ça s'est terminé comme ça. Et puis au retour, Gesselin me dit un jour, tu sais, c'est quand même moi le responsable de l'engin, je ne veux pas m'en laisser dépouiller. Alors là, il ne pouvait pas me faire plus plaisir, d'autres se seraient rués dans les bunkers. Et je lui ai dit, ben attends, moi, si on me donne autre chose, je fais autre chose. Et coup de chance, est arrivé le B225. Alors Mirage 3 B225, c'est un biplace dont on a modifié les commandes de vol pour les rendre entièrement électriques depuis le poste de pilotage arrière. Et donc c'est un avion qui avait un calculateur Sphena et qui devait simuler le comportement de gros avions, comme le Mercure, qui a été simulé, comme les premiers Airbus ont été simulés là-dessus. Et donc c'était quelque chose d'intéressant, parce qu'on prenait des équipements, par exemple les servocommandes, c'était les servocommandes de Mirage 4, avec une électronique monochaîne, ce qui pouvait poser des problèmes de sécurité, puisque au fond, si la chaîne tombe en panne, on ne sait pas. Alors là-dessus, on avait mis ce que j'avais appelé un delta-bêta, c'est-à-dire un truc qui limitait l'effecteur de charge à un cabré. Et le pilote qui a essayé ça, c'est Jean Courreau, dont j'ai fait la connaissance à cette occasion,
C'était un type charmant qui était passionné d'électronique, à qui on donnait des composants, qui suivait bien l'avion. Et c'est lui qui a fait des essais. Alors, pourquoi ce delta bêta? C'est parce que il fallait aussi éviter des obstacles, et donc fallait tirer sur le manche, mais pas au point de casser l'avion, mais au point de dégager sur un obstacle si ça se présentait. Et puis là est arrivé un autre avion, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, on s'occupait, on faisait en dehors des études pour l'avenir, auxquelles je n'étais pas mêlé, on avait en cours l'engin, donc, je ne parle pas des séries, hein, je parle que des prototypes, ce B225, le Mirage 3 B01 et 2 Vautours qui étaient modifiés pour le radar dit saute-mouton, qu'on appelle aujourd'hui d'évitement d'obstacles, où 2 sociétés étaient en concurrence, le MD, l'électronique Marcel Dassault, et puis la Thomson. Le premier faisait l'Antilope, qui est bien connu aujourd'hui sur les 2000, et le second faisait le Cobra. Donc pour essayer tout ça, qui devait être monté sur ma prochaine expérience, le Mirage 3 F2, on devait faire des essais, du radar, et pour ça on avait monté des commandes de vol qui étaient pratiquement celles du 3V, avec toute l'électronique du 3V. Donc on avait ces 3 avions pour ce développement. Arrivait le F2 qui était l'avion de pénétration lointaine qui devait utiliser ce radar. On avait le F3 qui était un F2 monoplace d'interception. Ces 2 avions avec le TF306 de Pratt & Whitney, avec le moteur de Pratt & Whitney. Donc ça faisait bien du boulot. Donc je me suis attelé à faire les commandes de vol électrique du F2, qui était triple chaîne, avec comparaison 2 à 2, et on votait pour savoir quelle était la bonne chaîne. Alors là, j'étais quand même pas très très à l'aise, donc j'ai bien été... C'était fait sous la coupe de Sanzel, qui était un de mes collègues, qui m'a bien aidé, bien supporté. Et puis là, je suis allé mettre au point, et ça c'était la force des ingénieurs de DED, c'est qu'on mettait au point ce qu'on avait conçu, au terrain et sur avion. Donc là, j'ai rencontré un bon copain qui était Jacques Lefebvre, que je verrai tout au long de ma carrière, qui était le chef avion. Et puis, ça a été assez simple. Les commandes de vol étaient faciles à fabriquer, on les a essayées. Et puis, on est allé à Villaroche essayer les mettre au point. Et puis là, le coup près est tombé, on ne pouvait plus voler à Villaroche. Donc, on a démonté l'avion et on l'a emmené à Istres, où en juin, il a fait ses vols. Alors, les vols se sont... En juin, nous étions en quelle année là, toujours? En 66. 66. En 66, en juin 66. Et là, on a eu des problèmes, c'est-à-dire que les commandes de vol sautaient, disjonctaient. Donc, on ne trouvait pas. Alors, on a décidé de faire un point fixe, moteur tournant. Et là, il faisait quand même chaud, et Couraud dit « Oh, je vais mettre la clim », donc il ferme la canopée, et puis il met la clim, et là, tout saute. Donc on a compris qu'il y avait quelque chose du côté de la clim, et effectivement, il y avait des thyristors qui envoyaient des pins sur les lignes de 400 Hz, et qui foutaient la gargouille. Donc, on a corrigé le problème. J'ai suivi l'avion. Bon, on savait dès le premier vol de l'avion qu'il ne serait pas commandé. Le jet était commandé entre-temps, et c'est mon ami Philippe Roard qui en a hérité.
Et puis le directeur, Riesenthaler, et Beignet et toute la bande m'ont confié la réalisation des commandes de vol du nouvel avion qu'on lançait à nos frais, qui était le F101. Et là, sur le F101, c'était des commandes de vol entièrement en courant continu et pas en alternatif comme l'était le F2. Donc c'était une première, on a eu des petits problèmes de dérive en température. C'était le même principe, triple chaîne avec comparaison 2 à 2. Et là, ça s'est assez bien passé, tout ça se déroulait assez bien. Bon, il y avait du boulot. Et donc, on est allé au terrain en décembre 67. Là, j'ai rencontré un autre type formidable qui m'a beaucoup marqué, qui était René Bigan, type monsieur très élégant, très sympa. J'ai rencontré aussi un copain qui allait devenir un copain par la suite, Bernard Dubreuil, qui était comme chargé des essais en vol et qui était à peu près aussi novice que moi. Alors bon, sur le coup, j'ai pas tellement réfléchi qu'au bout de 3 ans dans la boîte, on me confie ça, mais enfin, j'y pensais pas trop. J'étais bien aidé par mes collègues, il faut bien le dire, il y avait une bonne entente. Et donc, la mise au point, pour moi, c'était quand même dur, parce que j'habitais Aubonne, et tous les matins, sur le coup des 8 heures, je partais pour aller au boulot, où j'arrivais à 9h30. Bon, j'arrivais pas plus tôt, parce que les compagnons, eux, prenaient le car à la porte d'Orléans, et ils arrivaient aussi à peu près à cette heure-là. Mais alors, il y avait des embouteillages affreux. En plus de ça, les routes étaient pourries. Il y avait un verglas. Et puis, c'était l'époque des betteraves. Donc, les voitures... Et j'ai un de mes agents techniques, le FUR, là, qui avait une jolie TR3, je crois, ou TR4, je ne sais plus, une Triomphe. Il a fait un tout droit. Je l'ai retrouvé au milieu des champs avant Corbeil. Je l'ai ramené, et puis on partait le soir à 10h. Hein. Et les compagnons, à l'époque, ils ont pointé 80 à 90 heures par semaine. On a fait des bêtises d'ailleurs. Hein. On a manqué foutre le feu à l'avion lors des essais de combustible. On était dans un petit hangar appelé le hangar Mystère, un petit peu en dehors de la base de Melun-Villeroche. Et là, Bigan, Noël approchait, hein, on était le 23 décembre et 67, et Bigan dit « Ah, il y a un petit trou, on va voler ». Il a décollé l'avion, il a fait un débriefing, tout le monde a fait un débriefing duquel le directeur des essais en vol, dont je ne citerai pas le nom, a voulu me virer, et Bigan a dit non, j'ai des choses à dire sur les commandes de vol. Il n'a rien dit, mais je suis resté. C'était un type, moi j'ai une grande admiration pour cet homme qui était très distingué, qui est un vrai technicien. Et on verra plus tard comment j'ai rencontré quelqu'un qui avait aussi marqué ma vie, qui était Jean Cuny, qui était l'ingénieur navigant et qui avait été un navigateur sur les Halifax avec le général Lissarac, qui était à Bordeaux à l'époque, à la fin de la guerre, quand les Hastings ont été ramenés, et les Halifax, pardon.
Et après, Jean a fait l'Indochine sur B-26 et son commandant il faisait équipage avec Bigan. Et tous les deux, par la suite, ont été l'équipe de marque du Vautour de N. Et puis, ils ont été embauchés dans la société pour le Mirage 4. Donc, pour en venir aux essais en vol, le 23 décembre, on a volé. Et puis là, le patron a décidé de modifier les becs et les volets. Bon, alors, on n'avait pas trop de boulot. Riesenthaler m'a dit comme vous avez fait beaucoup d'heures, parce qu'à l'époque, il faut quand même savoir que le 24 décembre à 16h, 17h, on quittait le bureau, qu'on revenait le 26, que le 1er janvier c'était pareil, et donc j'ai eu une semaine de vacances. Puis je suis revenu en janvier 68, et là, il y a un directeur, qui est la deuxième personne qui a marqué ma vie dans la société, c'est Claude Moreau. C'est un ancien ingénieur du bureau d'études qui était le chef du département équipement en parallèle avec Riesenthaler, mais lui, il était chargé de l'administration du département. Et ce département avait été dirigé jadis par Jean-Luc Lagardère, qui était un monsieur que les gens aimaient beaucoup et un des responsables du service prix, comptabilité, enfin un peu tout ça. C'était Lindemann qui s'est mal entendu avec Claude Moreau. Et il est venu me voir, parce qu'il avait envie de partir vite, il est venu me voir pour me demander si ça ne m'intéressait pas. Je me dis, oui, pourquoi pas. J'étais voir M. Riesenthaler, qui m'a dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein, si ça vous plaît, vous y allez. Moreau, c'est un type gentil, vous verrez. Donc, j'ai intégré l'équipe de Moreau, où je me suis occupé des prix, je supervisais un peu les commandes intérieures, mais pour moi c'était un monde nouveau. Je découvrais un taux horaire de 30 francs, quand les gens étaient payés 7 à 8 francs de l'heure, je me disais quand même on se fait de sacrés bénéfices. Et en réalité, j'ai tout appris, et c'est Moreau qui m'a appris tout ça. Et alors à l'époque, j'habitais à Saint-Cloud et Moreau habitait en face chez moi. D'autres ingénieurs comme Jean-Paul Aymoré habitaient aussi à côté de chez moi. Donc j'ai rejoint le département et là, je me suis bien entendu aussi. C'était sympa. En tant que technicien, j'avais eu des contacts avec les services officiels, mais assez lointains, parce que c'est Riesenthaler qui assurait au fond l'interface. Mais là, j'étais au contact avec le SIAR, à qui je justifiais les prix, avec des éléments comptables, et un tas de choses qui étaient tout nouveaux pour moi. Et donc, j'ai appris mon boulot une fois de plus avec l'aide des autres. Il faut bien voir que quand on débarque, on apprend tout. Et j'ai oublié de dire, parce que je parle des gens qui m'ont marqué, il y a un type qui était un copain formidable, qui avait un humour extraordinaire, qui est François Cordier, qui était le responsable du F1-01. Et donc, là aussi, c'était vraiment un soutien. Ce garçon était un type aussi assez... personnalité extraordinaire. Et donc, pour en revenir à mes activités dans le département,
J'ai rencontré aussi Jacques Bourgeois, qui était le garçon qui était chargé de justifier nos prix du Mirage 4, car le Mirage 4 était en régie, c'est-à-dire que le moindre centime devait être justifié au service qu'on appelait expertise, qui était le service, le SPAE-EX à l'époque, le SPAE expertise, et il y avait des enquêteurs qui venaient périodiquement vérifier nos prix. Alors on avait des bons de travaux, on avait des trucs qui faisaient... À l'époque, on avait des Olivetti 4 opérations qu'on utilisait au bureau d'études aussi. Il ne faut pas croire qu'on avait un ordinateur. Et donc, ouais, parce que au bureau d'études, François Maté, il était à la tête d'un pool de nos premiers ordinateurs, qui étaient des IBM 1200 ou 1400, où il nous donnait il faisait des petits calculs sur les lois d'effort, des trucs comme ça. Il nous sortait des listings avec 14 chiffres derrière la virgule, ce qui rendait fou mon patron Wiesenthal en me disant qu'est-ce que j'en ai à faire. Et donc on faisait les courbes. Et donc c'était la première informatique qu'on avait. On faisait des petits calculs là-dessus, on n'allait pas très loin. Donc l'Olivetti, elle servait à tout le monde, y compris aux comptables. Et donc, mais là quand même, ça a été un gap important pour vous, parce que ça a été une carrière complètement différente. Alors, ça vous a pas posé quelques problèmes? Enfin, vous n'avez pas regretté un peu de lâcher le côté vraiment en prise directe sur la technique? Non, parce que je suis resté près de la technique, parce que là aussi on faisait les estimations de prix. Et je suis arrivé à l'époque où on faisait des estimations de prix pour la série du F1, qu'on voulait commencer à faire les prix, que je connaissais bien quand même, le Mercure, qu'on allait lancer, et là aussi c'était une certaine responsabilité, parce que les estimations, ça n'a jamais été le fruit de ce que les gens qui allaient à fabriquer les choses nous disaient que ça allait coûter ceci ou cela. Nous, on avait des méthodes qu'on a toujours conservées, y compris quand je serai à la direction commerciale, qui étaient d'exploiter la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, c'est une comptabilité qui est découpée pour connaître le prix de revient d'un morceau particulier de l'avion. Et puis on fait le total de tout ça, et on a le prix de l'avion, on a le prix de la dérive, le prix des empennages, le prix des commandes de vol, et pour les commandes de vol de chacun des équipements. Donc ça permet, ce découpage très fin, permet, avec des rapports de masse, des rapports de complexité, d'estimer ce que ça allait coûter. Et dans certains cas, les gens venaient dire moi je pense que ça va me coûter ça, j'ai une nouvelle technologie, c'est plus les mêmes métaux, je passe de l'alu au titane. Et pour fabriquer le titane, c'est pas tout à fait le même coût que percer l'aluminium. Tout ça. Ce sont des spécificités qu'on apprend, qu'on applique, et puis finalement, de proche en proche, on ne se trompe pas tellement, on a des bonnes estimations. Et j'avais d'excellents rapports avec Claude Moreau, et j'étais à peu près le seul ingénieur de son staff, alors on se comprenait assez bien. Et donc Claude Moreau m'a vraiment soutenu, m'a appris ce que c'était, et puis il m'a introduit à Vaucresson. Alors Vaucresson, je n'avais jamais mis les pieds. Et à Vaucresson, il y a Mont-Vernon, qui est une copie de la maison de Washington. Bon, il n'y a pas le Potomac, mais enfin...
où j'irai plus tard. Et puis, à l'époque, il y avait les Mirages, qui était une splendide demeure avec un jardin où on a construit plus tard. Et là, j'avais un monsieur qui suivait tout ça pour la direction financière, qui était Félix Darmon, qui était vraiment un bon copain. Et puis, son patron était Charles Edelsten. Et c'est là où j'ai rencontré Charles Edelsten. Moi, il m'a tout de suite séduit. Un type extrêmement brillant, vif. Et puis, il était patronné par le secrétaire général de la société à l'époque, qui était Pierre François. Alors, Pierre François, c'est une personnalité extraordinaire. Type séduisant, élégant, qui avait l'oreille du patron, Marcel Dassault, et qui était très drôle. Alors, le lundi matin, il débriefait Jacques Bourgeois et puis Félix Darmon, puis quelques autres qui tournaient autour, de ses pêches, parce que c'était tous des fanats de pêche à la truite. Et donc, lui, il avait quand même beaucoup de moyens. Il allait passer son week-end en Irlande, en Écosse, pour attraper le saumon. Et alors là, c'était des discussions sur la taille du saumon, où il disait, alors, le saumon que j'ai loupé, il était comme ça. Et alors, vous dire la familiarité qu'il y avait quand même Darmon et Bourgeois, qui lui disaient, non, monsieur, plutôt ça, bon, si vous voulez. C'était un type... il y avait je sais pas, il passait un courant avec ces gens-là. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 28 ans. Moi, je les écoutais un peu baba. Et puis là-dessus est arrivé un drame. Ah oui, je vous dis des bêtises. L'avion a volé en décembre 66, 6 mois après le F2. Hein. Et c'est en 67 où j'ai rejoint Claude Moreau. Et là, en fin mai 67, ça a été le drame. Bigan répétait les vols pour le salon, et il était à peu près à plus de 600 nœuds à 1000 pieds à peu près, et là il y a eu un flotteur dans l'empennage. Alors on pouvait s'en douter parce que un jour j'avais posé le boîtier gyro sur la peau de l'avion. Bon, c'était normal, mais on avait quand même vu un couplage de vibrations important, hein, entre les empennages horizontaux et la dérive. Bon. Mais enfin, comme c'était pas fonctionnel, hein, poser le boîtier gyro sur la peau de l'avion. Et là, il a perdu les deux empennages. Il s'est craché, il a tenté un retournement, mais il n'avait plus les moyens de le faire, et puis il a été tué. Et ça a été un coup douloureux parce que on a retrouvé les empennages intacts. Alors, on avait soupçonné les petits compensateurs d'avoir déclenché ce flotteur. En réalité, non. Et donc, on a essayé les servocommandes qu'on a récupérées. Bon, je suis allé à l'atelier parce que je me sentais quand même impliqué. Hein. Et donc ça a été un drame. Alors ma vie à DED, elle s'est poursuivie harmonieusement. On faisait Alors régulièrement, on avait construit une usine pour fabriquer les équipements à Argonex, qui est devenu Argonais avec un Y pour franciser les noms savoyards. Bon. Et là, on était, le directeur à l'époque où j'y étais, l'usine venait d'être créée, c'était Claude Lattès.
Alors, Claude Lattès, c'est là aussi un monsieur extrêmement brillant, qui avait des idées absolument fabuleuses, qui connaissait bien son boulot, et qui, quand on allait avec Darmon et Bourgeois, à peu près tous les 15 jours, on prenait l'avion, et puis on se posait à Genève, on louait une bagnole, et puis on rejoignait Argonay. Et là, on restait une ou deux journées. Et là, Lattès nous faisait visiter l'usine, nous racontait ce qu'il avait innové. Il a quand même créé, on est en 67, 68, il a quand même robotisé complètement le magasin des matières premières. C'est-à-dire qu'il y avait un robot qui allait chercher les morceaux de ferraille pour les emmener au débit. Il utilisait les machines, dont j'ai perdu le nom, là, qui étaient des machines comptables semi-électroniques. Il les utilisait le soir quand il n'y avait plus personne, il les utilisait pour faire ses calculs et ses montages. C'était un type fabuleux qui était un copain de Lagardère d'ailleurs. C'était un piston. Grand fumeur, il était d'une famille assez aisée, il était lié à la famille Dassault, et ce monsieur, à 10h du soir, on était encore à écouter ce qu'il nous disait, qu'on écoutait attentivement, parce que c'était passionnant, parce qu'il avait des dons pour... sauf qu'à Annecy, l'hiver, Argonay, c'est à 5 km d'Annecy, trouver un restaurant ouvert à Saint-Gabon, ou alors de temps en temps, sa femme venait le chercher en lui disant « Écoute, on est des invités, il faut que tu viennes à la maison. » Donc je suis resté jusqu'à début 71 à faire ce boulot qui me passionnait. Et puis là, Moreau a été nommé directeur de l'usine de Biarritz, des usines de Biarritz, qui n'avait pas de directeur. Ourcadet, qui était le directeur Breguet de l'époque, était décédé. Et là, c'était la fusion avec Dassault, la fusion effective avec Dassault. Donc, Moreau m'a dit, écoutez, si vous voulez, je vous emmène. Donc j'ai quitté DED, Lattès a pris la direction de... Là il se partageait la direction, il était directeur d'Argonay et puis c'est tout. Moreau était le directeur administratif. Enfin ils n'étaient pas directeurs d'ailleurs, ils étaient chefs de département. Faut dire que... Et moi quand je suis arrivé à Biarritz, on s'est aperçu que j'étais toujours ingénieur P1. C'est-à-dire que personne ne s'était soucié de P1A, P1B, P2, P3, P4. Bon, alors Moreau m'avait nommé attaché de direction, c'est-à-dire que j'étais censé tout faire et rien faire à la fois. Et donc, on est parti effectivement... J'allais de temps en temps à Biarritz, mais j'ai déménagé effectivement en juin. Et là-bas, c'est une autre vie, l'usine. Alors, c'était des Breguet. Donc, j'étais allé voir Edelstein qui m'avait dit, voilà, vous allez les mettre au standard Dassault, la comptabilité, ça va être ceci, ça va être cela, bon. Puis on débarque tous les deux là-bas, et puis il y avait quand même... on était des Parisiens. Et donc les Parisiens... c'est pas des Biarros, c'est pas des Bayonnais non plus, parce que Bayonne et Biarritz, il ne faut pas confondre. Anglais, le rachat de Breguet, ça avait été aussi, quand même un peu problématique. Enfin, ça avait pas... beaucoup de gens, je suppose chez Breguet en particulier, l'avaient assez mal accepté. Oui et non. Quand on est arrivé... Alors moi, j'avais un passeport basque quand même.
c'est que mon ex-épouse était d'origine basque. Arané Goïti, même les bureaux de vote avaient du mal à le prononcer. Donc, ça aide. Ça aide. Et puis Moreau, tout de suite, il avait fait un dîner dans l'usine avec les principaux chefs de service qui s'étaient quand même un peu autonomés directeurs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de directeurs chez Dassault. Hein. Les directeurs d'usine, directeurs de bureau d'études, il devait y avoir 15 directeurs. Hein. Les autres, des chefs de département, chefs de service, les titres, on s'en foutait un peu. Donc, et là, ça a été assez dur parce que c'est une erreur d'amener les épouses, ou les époux, si ça avait été des femmes qui étaient en question, parce qu'il y a des petites rivalités. Et ça, il n'avait pas été très, très psychologue en faisant ça. Et puis là, l'usine de Biarritz, on a fait quand même 10 millions de travaux, 10 millions de francs de travaux, ça, elle prenait l'eau. Hein. L'époque de Ziegler avait laissé aucun investissement. Déjà à la fusion, pas comptable, mais enfin la fusion effective des deux sociétés, puisque c'est Biarritz, c'est Breguet qui a absorbé Dassault. Là, les Vallière qui était notre PDG, avait construit un magnifique hall, le hall 47, avec des machines à commande numérique pour fabriquer le Jaguar, et ça c'était un plus. Hein. Il n'y avait pas, même à Argenteuil, il n'y avait pas d'aussi belles machines. Il y avait des machines 5 axes à l'époque. Alors Lattès avait quelques machines 5 axes pour les servocommandes. Et donc, ça aurait dû amadouer les gens. Alors, il y a eu une scission. Tous les gens qui s'occupaient d'administration, il n'y a pas de doute, ils ont basculé vers nous. Mais il y avait un directeur adjoint qui était un bon basque et qui n'améliorait pas trop les choses. Et puis, il y avait les vieux. Alors, les vieux, c'est les plus de 40 ans. Alors il y avait un tutoiement hiérarchique aussi dans l'usine. Et donc, et peu à peu, les jeunes ingénieurs, les jeunes, d'une façon générale, ils ont vu qu'on a fait des travaux d'embellissement, on a planté des pelouses, il y avait des ornières épouvantables, il y avait les toits prenaient la flotte, enfin c'était. Mais quel était l'enjeu initial alors de cette fusion, quoi ? Elle était nécessaire pour qui et dans quelles conditions ? Je crois qu'il y a eu deux raisons. Je pense que financièrement, Breguet n'avait pas les moyens d'assumer la série du Jaguar. Il n'avait pas les moyens industriels ni humains Il avait fait les prototypes, mais ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je pense que De Gaulle, qui était quand même à la tête du pays à l'époque, en voulait au principal actionnaire de Breguet, qui avait trompé dans une affaire dont je ne connais pas les dessous, d'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'était, l'affaire des piastres en Indochine, la banque d'Indochine. Les gens spéculaient sur la piastre qui était indexée à la livre de Hong Kong, je crois. Et donc, quand vous passiez de la livre de Hong Kong au franc, puis il y a un truc circulaire, vous faisiez de l'argent. Et ce monsieur, dont je tairai le nom, qui a également créé Europe numéro 1, il n'était pas bien en cours auprès du président. Ça a été... donc on les a poussés vers la sortie. Alors l'usine d'Ardeuil, puisque c'était un quartier d'Anglet, c'était une usine très vieille qui datait de l'époque Latécoère. D'ailleurs, des gens me disaient « Ah, vous travaillez chez Latécoère ». Et puis, ça, l'usine était vieille, elle était
très grande, mais elle était vieille. Elle était au milieu des habitations. Et puis il y avait quelque chose de très moderne, un très beau hall qui était sur le terrain de Parme, sur la piste même, qui avait été construit pour faire les Breguet Sahara, les deux ponts, les gros deux ponts. Et donc ça a été la belle usine où Moreau a beaucoup intrigué pour qu'on ait les révisions, les réparations des SMB2, les Super Mystères. Alors la piste était un peu courte et lors d'un vol de convoyage, les freins ont un peu lâché et Varro s'est arrêté à quelques mètres de la nationale, le pauvre vieux. Donc les services officiels ne voulaient pas qu'on prenne, ils ignoraient ce qu'on faisait à Parme et ils réceptionnaient les avions à Bordeaux, ce qui faisait un surcoût quand même. Mais enfin, Moreau a attiré de ça, il a fait l'opération de rajeunissement des SMB2, qui était quand même un travail important, et puis peu à peu, il s'est installé, c'était le réparateur, révision, entretien majeur des Mirages, et puis des P2V7, les Neptunes. Les Neptunes, c'est un gros avion. Il y avait 40 000 heures de boulot sur chaque avion, ce qui est énorme. Donc cette usine de Biarritz, eh bien, peu à peu, on l'a modernisée, et puis Moreau a embauché une douzaine d'ingénieurs, parce qu'il y a très peu de cadres. Il y avait une quinzaine, une vingtaine de cadres, les autres étaient des cadres coefficientés, et il y avait très peu d'ingénieurs. Donc Moreau a embauché, moi j'ai participé, je recevais des gens et ils ont tous bien réussi, hein. Donc c'était des gens qui étaient plus attachés. Et quand on est parti au bout de 5 ans, je crois que les gens avaient basculé complètement. Les petites frictions du début étaient passées. Moi, j'allais beaucoup Moreau m'avait dit allez voir Bordeaux, l'usine de Mérignac, où j'allais voir le directeur, qui était Estève, avec lesquels j'avais d'excellentes relations et tout le monde était à couteau tiré. Il était flatté. Moreau m'avait dit chaque fois que vous allez dans une usine, vous allez saluer le directeur. Donc j'allais voir un peu comment ça se passait là, et puis j'allais aussi à Boulogne, où il y avait un monsieur aussi extraordinaire qui s'appelait Michou, qui était le directeur de Boulogne, et qui, lui, était un type absolument génial, un mécanicien. D'ailleurs, il s'est retiré à Menton, où il est mort centenaire pratiquement, et il faisait de l'horlogerie, il avait installé dans son sous-sol un petit atelier, où il avait des machines de course. Donc j'allais voir ces gens-là qui me renseignaient sur les décroissances qu'on devait attendre, les prix du Jaguar, tout ça, parce qu'on avait parfois des bis-bis avec la direction de la production, la direction générale de la production, qui était quand même un peu loin de tout ça. Et puis Moreau a fait un truc formidable pour l'usine, ce qui fait sa spécialité aujourd'hui, c'est le carbone. Et le carbone, il a fait en perruque un gouvernail de Mirage 3 en carbone, avec la complicité de Cordier, dont je parlais tout à l'heure, qui avait changé de casquette. Et puis, il n'a jamais volé, mais on a montré qu'on était capable de faire ça. Et pourquoi on a fait ça ? C'est parce que sur les Atlantiques, sur les Jaguars, on faisait tout ce qui était du composite, du verre époxy, les radomes. Les radomes de l'Atlantique étaient gigantesques. Et à l'époque, l'usine faisait de l'Atlantique, elle faisait les Jaguars, les réparations dont j'ai parlé qui étaient à Ardeuil, et puis est arrivé en 1974 par là, l'Alpha-Jet aussi. Et à chaque fois, Moreau s'est bagarré pour en avoir un morceau. Quand l'usine de Talence a fermé, on a récupéré les becs et les volets du F1. Ça a amené beaucoup de boulot. On était 2000 à l'usine à l'époque. Et ça, c'était formidable.
Et bon, alors, par la suite, mon copain Jacques Lefeuve, qui était passé à la direction commerciale, il avait passé un marché pour faire un empennage horizontal en bord, un empennage de F1. Et donc tout naturellement, ils nous l'ont confié. Donc on a fait l'empennage, cet empennage qui a volé sur le F1 et où on a dit, sur l'avion il y avait écrit « J'ai la queue en bord ». Et donc ça s'est bien passé, mais le bord étant très cher. On avait de bonnes relations avec Grumman parce qu'en 68, une équipe de la DGT avait rejoint LTV pour les aider à fabriquer l'avion à géométrie variable. On avait passé un accord avec eux. Et LTV, c'est-à-dire Link Temco Route, n'a pas été retenu, mais aux États-Unis, quand vous avez été financé pour faire un appel d'offres, vous devez donner tous vos dossiers à celui qui est retenu. Et c'était Grumman qui a fait le F-14. Et donc, à travers ça, on a eu quelques bonnes relations avec Grumman sur ces sujets de verre époxy. Bon, le verre époxy étant trop cher, on a basculé sur le carbone. Et aujourd'hui, l'usine, c'est l'usine du carbone. Et puis, Moreau, fin 76, a été rappelé rapidement à la direction. Il a pris la direction générale des achats. Et puis moi, je n'avais rien à faire aux achats, je n'avais pas trop envie de rester à Biarritz, parce qu'au bout de 5 ans, je pensais que j'aurais... Le problème des usines de province, c'est qu'on est d'abord très sollicité par les gens qui vous disent « il n'y a pas moyen de faire embaucher le frère de mon beau-frère », enfin un tas de trucs comme ça. Bon, ça c'est pas le pire, mais la vie est tellement agréable que finalement, à la fin, au bout de mes 5 ans, je faisais difficilement 40 heures. Quand tout est organisé, tout tourne bien, une usine... donc finalement, j'ai appelé Lefeuve et puis il m'a dit « oui, j'ai besoin d'un gars, moi je te prends, Bertucca ». Alors Bertucca, c'était un monsieur qui avait, que j'avais connu d'ailleurs quand j'étais à DED à l'administration, qui s'occupait des prix, des modifications, des rechanges, qu'on appelait DCMR, la direction commerciale des matériels de soutien et de rechange, et les rechanges. Et ce monsieur, il avait 70 ans à peu près. Donc, il me pressait de remonter, puisque ce monsieur allait partir incessamment sous peu. Alors, je connaissais bien Bertucca, j'avais une bonne relation avec lui. Et donc, Gunz, qui devait prendre la suite de Moreau, il a un peu tardé, donc j'ai un peu assuré un peu l'intérim. Et puis, je suis parti fin 76 à Paris, où là, j'ai rejoint la direction commerciale, dont Hubert Espéron était le directeur. Alors, Hubert Espéron, c'est aussi un monsieur célèbre de la société. C'est un ingénieur qui avait été au bureau d'études, qui était un copain de Vallière, et s'était bien connu c'était ce qu'on appelait l'équipe de Cannes, c'est-à-dire des gens de la SN Caso, parce que Bloch c'était la SN Caso, qui s'était replié à Cannes. Vallière et Deplante, eux, étaient partis en Angleterre en 1943 par là. Et eux, c'était une équipe très soudée. Donc, Espéron, il avait le même âge, à peu près 70 ans. Et il allait partir. Bon, c'est un monsieur charmant, un Landais, qui se tenait bien à table. Et donc, oui, mais le problème, c'est que Bertucca, lui, il n'avait pas trop envie de partir. Alors, c'était amusant, parce que tous les deux, ils s'envoyaient des piques, Bertucca et Espéron, Espéron lui disait, vous savez, Bertucca, à votre âge, et donc... Et nous, on s'est retrouvés là, et moi, j'ai fait le boulot qu'on me donnait,
parce que Bertucca, il partageait pas beaucoup. Donc, à un moment, Espérant m'a dit non, vous allez prendre le super-étendard. J'ai pris le super-étendard. J'ai fait mes premières négociations au SPAE avec un ingénieur qui n'était pas facile d'ailleurs, de Mestre, qui n'était pas un monsieur très agréable à fréquenter. Et donc j'ai appris peu à peu mon métier, mais ça je le connaissais, parce que ce que j'avais fait à DED, le SIAR, c'est pas le SPAE, mais quand on négocie avec les uns... D'ailleurs, j'ai retrouvé au SPAE un ancien du SIAR que j'avais connu à Saint-Cloud, donc on était quand même... on ne se levait pas dessus, hein, on avait de bonnes relations entre nous. Donc, peu à peu... Et Bertucca, il est resté 18 mois. Donc, pendant 18 mois... bon. Alors, j'ai mis de l'ordre à la cave. Elle avait été inondée. En plus de ça, le problème de Bertucca, c'est qu'il avait une écriture illisible. Des pattes de mouche illisibles. Enfin, un jour... on garait nos voitures devant nos bureaux, là, à Mont-de-Vernon, le fameux Mont-de-Vernon. Et puis un jour, il y a une dame qui travaillait là, qui voit Bertucca qui était effondré sur son volant. Donc elle appelle le SAMU, et puis il est parti. Il est parti comme ça, un peu malade. Bon, ceci étant, c'était un homme charmant, mais... on n'était pas de la même génération, hein. Il avait 70 et moi j'en avais pas 40 à peu près. Donc à partir de là, je me suis occupé du super-étendard, je me suis occupé du Mirage 3, du Mirage 4, je négociais les bons de commande, et puis à un moment, il y avait beaucoup de bons de commande. Les bons de commande, c'est des petits marchés qui sont faits au fur et à mesure des besoins pour des essais, pour des petites fabrications de développement. Et donc j'ai été un peu mis sur ces affaires par Lefebvre. Et puis est arrivé Jacques Ouayoun, qui était un ancien du bureau d'études, Jacques, qui était un bon copain, qui a pris le 2000. Et puis moi, je me retrouvais... Alors si, j'ai quand même négocié une dernière tranche de F1CR et de F1 biplace. J'avais beaucoup de boulot, mais des tas de petits boulots. Et puis j'avais surtout, pour me soutenir, un homme qui est après Riesenthaler, Moreau et Delstein, qui est la quatrième personnalité de cette société que j'ai vraiment aimé, apprécié, c'est André Le Jolivet. André Le Jolivet, c'est un pied noir, un ancien du SPAE qui avait été embauché pour l'engin, où je l'avais rencontré. L'engin, on avait une sorte de régie, c'est-à-dire qu'on justifiait plus ou moins nos dépenses aux Israéliens. Et donc, lui, il était chargé de ce travail. Et puis, il avait aussi supervisé le Jaguar, parce qu'à la direction commerciale, on avait fusionné mal les deux équipes. Il y avait l'équipe d'assaut, des avions d'assaut, et puis il y avait ceux qui s'occupaient du Jaguar et de l'Atlantique. Mais l'Alpha-Jet, il avait été repris par le Jolivet, qui avait tout renégocié, parce que le Jaguar n'avait pas été très bien négocié. Et quand on avait fait des prix de revient à Biarritz sur des tronçons, avec Bertucca, justement, qui était venu, je lui avais fait les prix, on avait dénoncé ce qui avait été négocié. Donc, le Jolivet, qui était un type qui avait un talent fou, qui avait la tchatche, qui m'a vraiment appris le métier de la négociation. Ce qui est pris n'est plus à prendre, un tien vaut mieux tout de suite. Il avait des raccourcis comme ça, qui étaient assez extraordinaires. Il avait son ennemi intime au SPAE qui avait le même âge que lui, ils avaient fait la même école d'ingénieur, et puis il avait
Ils avaient fait Cap Matifou tous les deux, qui était la préparation aux grandes écoles en Algérie. Donc là, Lefebvre un jour me dit, bah écoute, moi j'ai pas trop le temps, il y a des négociations à 2 ou à 3 avec les Anglais et les Allemands pour l'avion de combat futur qu'on appelait ACT-92, avion de combat tactique Horizon 1992. Et donc là, il m'a dit, bah, occupe-t'en, va dans ces réunions. Alors la première réunion à laquelle je suis allé, c'est à la Boursidière, là en haut du Clamart, où il y avait des Anglais et des Allemands. Ça se faisait en anglais, on essayait de définir un avion. Il y avait des techniciens, et puis moi je m'occupais de toute la partie administrative, c'est-à-dire production, coûts, délais, enfin toutes ces choses-là. Et nous, on n'avait pas de directeur de programme, c'est-à-dire qu'il y avait les techniciens d'un côté, et puis il y avait les pailleux de l'autre, dont je faisais partie, alors que les autres, ils avaient un directeur de programme qui supervisait tout. Donc on a glandé, je crois que la première fois je suis allé c'est en 81, et puis je faisais des tas de simulations de prix, 2 petits et 1 grand, c'est-à-dire 2 grandes sociétés, 2 grands pays, France et en Grande-Bretagne, et puis un petit pays, Espagne, Italie. Ce qui n'était pas idiot, parce qu'on s'apercevra que dans les négociations, les petits pays nous coûtaient cher, parce qu'ils voulaient apprendre. Donc j'ai fait ça, et puis peu à peu, on est passé à l'Eurofighter, l'EFA, et les négociations à ce moment-là ont pris une autre tournure, c'est-à-dire qu'on allait dans les pays Munich, Turin, Madrid, et puis, comment ça s'appelait en Angleterre, Preston. Et donc on tournait comme ça. Moi j'avais baptisé ça Tourisme et Travail, comme la CGT qui avait son truc de tourisme. Et parce que c'était assez casse-pied. On avait beaucoup de techniciens, moi j'étais seul. Et puis j'avais pas que ça à faire, j'avais à négocier les marchés, en particulier la CX en particulier, le premier Rafale, puis plus les autres, les prix, tout ça, ça prenait du temps. Donc j'y allais 2 ou 3 jours par semaine, et puis le restant, eux, ils étaient là à temps complet, parce que c'était des gens qu'on avait désignés pour faire ça à temps complet. Mais moi, j'avais pas de temps. Donc, j'avais pas des relations toujours très aimables avec eux, parce que je leur disais en substance, bon, qu'est-ce que vous avez fichu lundi et mardi? Et puis je leur disais, je suis pas d'accord. Donc on a continué comme ça, on a continué très longtemps. Et puis après, les autres, on s'est déterminé sans eux. Alors nous, on avait des relations avec un directeur de programme roumain, qui était un type absolument fabuleux. Rouvain, il parlait directement avec le ministre de la Défense. Il était au STPA, mais il parlait directement avec le ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense, quand on a arrêté tout ça, ça lui a coûté un peu cher, parce qu'il y avait des jalousies, on disait, oui, Rouvain. Mais nous, Rouvain, il nous débriefait impeccable. Et moi, à chaque fois que je venais des réunions, j'allais mettre au courant Edelsten. Puis 2 ou 3 fois, il m'a dit, allez donc expliquer ça à Vallière. Donc j'allais voir M. Vallière, qui, sa première question était, et les Anglais? Il ne pouvait pas sentir le PDG de la British Aircraft Corporation, ou BAE, je ne sais plus exactement. Il avait dû en baver quand il avait été dans les SAS, parce qu'il était parachuté en Hollande. Donc les Anglais, ils les portaient. En revanche, il était très copain avec Dornier, et Claude Dornier en particulier, c'est paradoxal. Et donc, il aimait bien Dornier, sauf que pas de chance, Dornier, ils avaient un strapontin, c'était MBB,
les bœufs de MBB, leur directeur de programme, on l'avait surnommé avec les Anglais l'Obersturmführer. C'était un véritable dragon. Donc tout ça, on s'est séparés. Moi, j'avais des petites équations paramétriques. Je faisais mes prix en 3 mouvements. Eux, ils renvoyaient tout dans leurs usines. Ça prenait un temps fou. Et puis finalement, on s'est séparés. Et là, très rapidement, on m'a demandé de faire le contrat Rafale. Et là, selon les bonnes habitudes, j'avais pas beaucoup de trucs, mais c'est quand même un contrat de 20 milliards de francs, où on avait une participation de 25%. Donc il fallait trouver les 25%. Bon, nos sous-traitants y participaient, les équipementiers, mais il fallait les trouver. Et là, je suis un peu étonné d'ailleurs, avec le recul, et Edelsten, il m'a fait vraiment confiance. Parce qu'entre-temps, on avait un directeur commercial qui devait nous chapeauter. Normalement, quand Lefebvre est parti à la direction générale des achats, ça aurait dû être le Jolivet qui lui succède. Sauf que Vallière, il avait décrété qu'il fallait un polytechnicien. Et le polytechnicien en question, il ne comprenait rien. Je l'ai emmené une fois avec moi en négociation. Tous les vendredis, je me retrouvais avec le directeur du SPAE, ou STPA à l'époque, je ne sais plus, Gonin, qui était un type absolument formidable, un type qui prenait ses responsabilités, type au carré. Je négociais avec ses troupes dans la semaine, et puis on se retrouvait le vendredi pour conclure. Et lui, il concluait rapidement. D'ailleurs, un type dangereux, parce qu'il était tellement, on l'aimait tellement, qu'on était prêt à lui céder des choses. Mais il n'abusait pas, il était très honnête, un type très honnête. Il avait des troupes qui étaient très sympas. Il y avait le jeune Sandeau, qui était le fils de l'ingénieur général qui dirigeait la DCRE. Lui aussi, c'est un garçon qui a fait un travail formidable. Il a fait une série d'avenants quand on n'avait pas les crédits pour déplacer des crédits d'un poste à l'autre et autres. Il a été formidable. On a eu des gens absolument formidables sur ce programme. Et donc là, j'étais quand même inquiet. Là, vraiment, j'ai passé un sale moment parce que je me disais, si je me plante, ça fait quand même des milliards dans la nature, c'est pas très bien. J'avais pas beaucoup d'estimation, les gens se mouillaient pas beaucoup. J'ai fait ça en comparant 2000 et le Jolivet m'a beaucoup soutenu. Et puis, il me donnait des arguments. Et il a pris, finalement, à peu près à la fin de la négociation, il a pris enfin la direction commerciale. Et donc, j'ai participé aussi, on a essayé de coller l'avion aux Belges et aux Espagnols. Les Espagnols étaient bien gentils, mais enfin, ils n'avaient pas trop envie de nous rejoindre. Les Belges, c'était un casse-tête épouvantable parce qu'il y avait les 3 régions, il fallait équilibrer les régions. On a fait le tournée des popotes. À l'époque, c'est Serge Dassault qui avait pris la direction de la société. Et la veille, enfin quelques jours avant, Edelsten était empêché. Serge Dassault m'a emmené avec lui essayer d'ébranler, parce que Chirac faisait sa campagne électorale des élections de 87. Il faisait sa campagne électorale aux Antilles, il n'était pas joignable. On est allé à Matignon voir Pic en passant. Il est passé chez Bénouville avant pour essayer de prendre la température. Et puis, Serge Dassault, moi j'ai eu des relations, et c'est le dernier personnage, puisque c'est le dernier que j'ai approché, absolument extraordinaire. C'était un monsieur comme tous les autres d'ailleurs. Tous les gens chez Dassault que j'ai rencontrés, on peut les contredire.
Ils nous disent on va faire ça, on leur dit c'est peut-être pas bien, bon alors qu'est-ce qu'on fait, voilà. On échange et puis après tout le monde se met au garde à vous. Serge Dassault était absolument comme ça. Et donc j'ai été lui faire signer le marché et là il m'a demandé quelques commentaires. Alors il avait toujours les 25% en travers de la gorge parce que c'était l'ineffable Giraud qui avait inventé ça, lequel Giraud avait visé d'être le PDG de la société à une époque. Donc ce monsieur qu'on n'aimait pas beaucoup, il avait imposé ce 25% et Chirac avait cédé. Les équilibres politiques, ça c'était pas mon truc. Donc je fais signer le marché à Serge Dassault qui fait ses petits oiseaux en bas des pages comme signature. Puis à un moment, il me tend un appareil photo, il me dit « Ah, vous allez me photographier en train de signer ». Donc je monte sur son bureau, et là je l'ai photographié. Mais Serge Dassault, comme Edelstein, comme Riesendaler, comme tous, c'est des gens... Serge Dassault, on passait par son secrétariat. On voyait sa secrétaire, on lui disait « On peut rentrer ?» Elle disait « Non, il a quelqu'un, je vous fais signe. » Ou elle disait oui, allez-y. On frappait, on rentrait, il nous recevait. C'est quand même une façon d'être extraordinaire. Bon, toujours est-il que moi, 15 ans de direction commerciale, j'étais un peu usé parce que, il y avait des gens avec lesquels j'avais les meilleures relations, comme Gonin, Tissando ou autres. Mais enfin, on avait des mots parfois, c'était assez difficile. Donc je dis à Edelstein, je lui ai dit, écoutez, trouvez-moi un autre job, mais là, 15 ans, ça commence à bien faire. Alors, il me dit, on va créer des directions de programme. Donc en 91, ils m'ont collé la direction de programme. Et la direction de programme, j'ai hérité de tous les avions, sauf le Rafale et le 2000-5. Ce qui faisait beaucoup quand même, beaucoup de petites choses à faire. Et là, on a créé le poste et on a créé ce qui était nos responsabilités. Mais j'ai aimé ce boulot parce que je rencontrais des tas de gens à droite, à gauche. Mais enfin, c'était un boulot difficile parce qu'il y avait des directions qui mettaient mal... on coordonnait des équipes finalement alors on s'entendait bien entre nous. Il y avait Bernard Sigaud et Bernard Dubreuil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avec Bernard on s'est retrouvés et puis là chacun d'entre nous allait rendre compte une fois par mois à Serge Dassault de ce qu'on faisait, de nos soucis, de ce qui n'allait pas, tout ça, et il était très attentif. Mais le problème de Serge Dassault, pas pour moi, parce qu'au fond, on avait rendez-vous à 2h, par exemple. Vers 3h, on pouvait rentrer dans son bureau. Il était complètement brouillé avec l'horaire. Donc on rentrait, on discutait, et puis ça s'est bien passé. Après, c'est Edelstein qui a pris la succession. Alors, on faisait un peu des boulots en marge, parce que moi j'étais le seul qui avait une culture financière de mes 3 collègues, donc je les aidais un peu dans des histoires comme ça. Et puis il y a eu de moins en moins de boulot, et finalement, l'âge de la retraite, mes 40 ans étant bouclés, mes trimestres étant bouclés, j'ai été voir Edelstein et puis je lui ai dit à moins que vous ayez quelque chose à me donner, il me dit j'ai rien d'autre actuellement, les autres sont là, tout ça. Donc j'ai pris ma retraite et là a commencé une deuxième vie. Et pour conclure ma carrière chez Dassault, je dois dire que là où je me suis le plus éclaté, où j'ai peut-être le plus travaillé, c'est soit à DED Équipement comme ingénieur, et surtout mes 15 ans à la direction commerciale, où là
Je pense qu'on m'a collé des responsabilités. Bon, je m'en suis pas. On n'a pas fait faillite. Ce qui était prévu s'est réalisé à peu près. Ça s'est bien passé. Et là, j'étais du jour au lendemain, on se retrouve à la retraite. On n'a pas fait ce qui était dit, c'est-à-dire qu'on avait négocié ce qu'on appelait l'ISO 9000, qui était un truc qui est pas mal, d'ailleurs, qu'on a beaucoup critiqué, mais au fond, avec le recul, je trouve que c'est pas mal, qui est d'encadrer ce qu'on fait, c'est-à-dire de ne pas faire des modifications sauvages, d'avoir des plans de travail. On était quand même bien organisé, et je me suis aperçu que dans mes négociations avec les 4 autres pays, on était dans les clous, hein, on gérait comme eux, on avait un PDT, on avait des méthodes d'organiser le travail, de le découper. Et là, alors moi, en tant que directeur de programme, j'ai surtout eu à gérer les prix, parce que finalement, il faut les encadrer. Et puis, et les gens n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils dépensent, hein, il faut bien le voir. Et puis de faire des estimations pour un certain nombre de choses, en particulier le 2000 s'arrêtait. Et puis on voulait continuer, on militait pour continuer des morceaux de 2000 en Inde, enfin des trucs comme ça. Et j'ai eu à faire des prix, à organiser des programmes. Et mon copain Lionel de la Sayette, qui était à la DGT, avait inventé un truc. Il avait inventé le Q3C2 d'un programme. Qui, quoi, quand, comment, combien. Et une fois qu'on a répondu à tout ça, on fait un programme. Et on est sûr de tout embrasser. Donc on appliquait cette bonne règle. Donc, entre-temps, moi, ma passion, c'était quand même l'aviation, l'histoire de l'aviation. Et au-delà de ma première rencontre, que je n'ai pas rencontrée, d'ailleurs, c'est mon père qui l'a rencontrée, j'ai rencontré Jean Cuny, qui m'a mis sur le chemin d'historien de l'aéronautique. Donc, il m'a donné la chance de rencontrer Pozzoli, qui est l'éditeur du fanatique de l'automobile, puisque c'est un collectionneur. Il avait près de Nonancourt un hangar où il avait 150 voitures de collection, et pas n'importe quoi. C'était un Italien qui avait fait fortune, enfin d'origine italienne, qui avait fait fortune dans l'imprimerie. Il collectionnait les machines à imprimer, qui pesaient dans les 10 ou 20 tonnes. Et il collectionnait les voitures, et il était passionné d'aéronautique, donc il a créé ça. Et avec Cuny, j'ai collaboré à des bouquins que Cuny a fait, mais je ne pouvais pas les signer. Et puis un jour, j'avais des copains au service historique de la Défense, qui étaient Éric Moreau et Bernard Chanel, et qui voulaient écrire un bouquin sur le Mirage 3. Donc Éric Moreau et Bernard Chanel voulaient faire ce bouquin. J'ai été en parler à Serge Dassault, qui m'a dit « Ah oui, c'est une très bonne idée, parler de nos avions. » Mais il m'a dit « Vous n'apparaissez pas là-dedans parce que je veux pas que ça ait un air d'une histoire officielle de la société. » Alors donc, Serge a écrit la préface que vous connaissez, et j'avais fait des brouillons que j'ai donnés à Bernard sur cet avion. Puis par la suite,
j'ai participé. Quand je suis parti de la société, j'avais les mains libres, j'ai donc participé au 3e et 4e tome. Et puis entre-temps, moi, l'avion qui m'a le plus séduit chez Dassault, c'est le F1, et pour cause. Donc je voulais écrire, bon non, je voulais rien faire, en réalité, je n'avais pas cette idée. Et puis 2 garçons sont venus me voir quand j'étais directeur de programme en me disant, on voudrait écrire l'histoire du F1, est-ce que vous pouvez nous aider? Je leur dis, le F1, vous savez, c'est plus que le F1, il y a eu le F2, le F3, il faut raconter tout ça. Et ils me disent, ah bah oui, est-ce que vous pourriez y participer? Je leur dis, je vais demander à mon patron. Alors je vais voir Serge Dassault qui me dit, oui, mais non, c'était plus Serge Dassault, c'était Charles Nestel qui me dit, oui, écoutez, vous êtes grand, hein, vous écrivez ce que vous voulez, mais vous ne dites pas de mal de mes clients. Je lui dis, c'est promis. Et puis, on a trouvé un éditeur qui allait la presse, et puis on a fait ces 2 tomes sur le F1, mais l'un des 2 n'a pas pu, pour des raisons familiales, n'a pas pu y participer. Il n'y a que Sébastien Buck qui a participé. Et donc, je suis allé porter mon bouquin à Serge Dassault et à Charles Nestel. Et Serge Dassault a passé 1 heure à le feuilleter, et à un moment, il m'a dit « Oh, Vallière ne nous avait pas dit ça !» Ce qui était assez amusant, si vous dire à quel point on pouvait être à l'aise avec cet homme qui avait quand même de sacrées responsabilités. Et puis, donc, par la suite, j'ai aussi collaboré à d'autres bouquins. Et entre-temps, Jean-François Georges, qui était chez Dassault, a été le directeur de programme des avions civils. On a eu une carrière à peu près parallèle. On est allés tous les 2 à Chaptal. Et donc, quand il a été à sa retraite, quand il a pris la direction de l'Aéroclub de France, quand il a été nommé président de l'Aéroclub de France, il m'a demandé de venir dans son équipe comme vice-président. J'ai eu la faiblesse de dire oui. Et donc, je suis très investi dans l'Aéroclub de France. En particulier, j'avais aussi des activités tout de suite au lendemain de ma retraite. Je suis allé passer tous mes mercredis au musée de l'air où j'avais été guide bénévole. C'était Lissarac qui avait créé ça en 78 ou 19. Et là, il y avait beaucoup de documents qui méritaient d'être triés, en particulier le fonds, le legs CUNY, puisque Bernard Chanel avait fait basculer les archives de Jean Cuny, qui étaient immenses. Il les a fait basculer au musée de l'air, mais elles étaient restées là. Et donc, on avait des documents communs, puisque finalement, Jean et moi, on devait écrire cette histoire du Mirage 3. J'avais écrit avec lui l'histoire des ouragans mystères et supermystères, mais je n'avais pas signé. Et là, j'ai trié les papiers, les plans en particulier, et j'ai tout entré les informations dans un logiciel qui est épouvantablement compliqué. Et tous les plans, puis après j'ai sorti les plans et j'ai pris la rédaction de Pégase, qui est le journal, on peut dire officieux du musée de l'air, et qui est celui de l'association des amis du musée de l'air, que j'ai laissé en 2011 ou 12, et depuis j'appartiens à ces 3 nobles associations. Ainsi se termine mon histoire. C'est-à-dire l'Aéroclub de France, le musée de l'air et les vieilles racines que j'oublie, et les vieilles racines.
qui sont le pendant des Vieilles Tiges, qui sont des associations qui remontent aux années 20 et qui regroupent d'un côté les Vieilles Tiges, les pilotes, et de l'autre côté les techniciens, mécaniciens de l'aviation. Le drame de ces trois belles et vénérables institutions, c'est un appel que je lance, c'est que les gens n'adhèrent pas, ils vont chercher sur Wikipédia ou autre chose qui sont d'ailleurs remarquables, je ne les mets pas, mais ce n'est pas une vie très active. La vie active, c'est de rencontrer des gens, par exemple à l'Aéroclub de France, parce qu'on n'y passe pas notre vie non plus, on a lancé un inventaire des richesses historiques de l'Aéroclub, où il y a quand même des écrits remarquables, signés Blériot, des grands noms de l'aviation. Donc on est en train de faire cet inventaire. Ça aussi c'est passionnant, parce qu'on va mettre en ligne des choses que les historiens pourront utiliser. Donc je ne comprends pas très bien ce désintérêt pour la commission histoire, la commission patrimoine, la commission innovation, où l'Aéroclub de France essaye de promouvoir des inventions d'inventeurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il n'y a pas d'histoire d'âge. Donc c'est un appel à des gens qui pourront regarder ce court film, s'ils ont la patience d'arriver jusqu'au bout, adhérer. Bien, alors vous nous avez parlé de pas mal de personnes que vous avez rencontrées chez Dassault, mais pas du principal, si j'ose dire, Marcel. Alors, est-ce que vous avez eu quand même quelques relations avec lui, et pour quelles raisons l'avez-vous un peu occulté de votre présentation ? D'abord parce qu'il est de la génération des gens qui m'ont précédé chez Dassault. Je vous ai cité Vallière, Espéron, il y avait Boyceda, tous ces gens-là étaient des gens qui avaient 70 ans quand moi j'en avais 40. Donc ils ont occupé des postes dont on a hérité, plus ou moins. Marcel Dassault, contrairement à Serge, qui est un monsieur très ouvert, qu'on pouvait aller voir, c'est un monsieur assez secret, qui était approché par un nombre très limité de gens dans la société. C'était Vallière, l'interlocuteur. Vallière, moi je suis allé 2 fois dans son bureau pour le boulot, et une fois parce qu'il refusait de me signer une note de frais de 10 000 francs, où mon ami Le Jolivet m'avait dit « Tiens, je n'ai pas le temps d'y aller, invite nos amis allemands de l'Alphajet ». Il y avait des gens du BVB, tout ça, il y avait du monde. On est allé déjeuner sur la péniche, puis là, on faisait des notes de frais, on faisait les remboursements. Et là, il me convoque, alors Espéron me dit « Vous en faites pas, il veut vous dire quelque chose, on vous la paiera, votre note de frais ». Et il me dit alors pourquoi vous les avez emmenés déjeuner? Je dis, vous savez, c'est tradition, il y a des gens du ministère. Ouais, et moi quand je vais en Allemagne, je bouffe mal. Et puis il me tend ma note de frais qui était signée. Bon, voilà mes relations avec les anciens. Avec Deplante, c'était un peu la même chose. Deplante était un monsieur qui couvait sa DGT, mais Riesenthaler, quand j'ai été embauché, Deplante m'avait convoqué. Et il convoquait que les ingénieurs des grandes écoles, on ne peut pas s'occuper des petites écoles, c'était un piston. Et je dis, je ne connaissais pas Deplante, moi j'étais dans la boîte depuis 3 semaines, et je vais voir M. Riesenthaler, je lui dis, je laissez tomber, n'y allez pas. Bon, c'était comme ça leur relation.
quand j'ai parlé du F2, là, il y a eu un autre problème avant le premier vol. Il y a beaucoup d'humidité à Istres l'été, et les empennages horizontaux étaient remplis d'eau. Donc les gars ont fait un petit trou, on vidangeait, mais on avait les servocommandes qui baignaient là-dedans. Donc le feu faisait le tour de l'avion avec 2 plantes, et De Plante s'arrête là-dessus et dit on va pas voler, les servocommandes, c'est des courts-circuits. Alors le feu m'appelle, je dis bah non, c'est pas des courts-circuits, c'est protégé, il n'y a pas de problème. Non, on va me changer les servocommandes. J'en avais pas. J'en avais une. Bon, bah, j'ai dit écoutez, je vais appeler M. Riesenthaler. C'était 10h du matin, un dimanche. Je tombe sur sa femme au téléphone, pas aimable. J'ai dû les réveiller. Il arrive, je lui explique, il me dit bah, vous avez raison. Bah, je lui dis qu'est-ce que je fais? Et il me dit textuellement envoyez-le chier et De Plante. Donc j'ai prévenu discrètement le feu, puis j'étais me planquer où je pouvais, à l'opposé d'où il était, il avait oublié. Donc voilà les personnages qui étaient autour de M. Dassault. Et M. Dassault, les gens qui l'approchaient, c'était évidemment Pierre-François, qui était le secrétaire général et qui le conseillait pour autre chose, à l'époque un petit peu Edelstein aussi. Et puis d'un autre côté, il avait le club du samedi, où le samedi après-midi, il faisait le point de toutes les affaires avec De Plante, Cabrières, Samin, Rouault aussi, qui avait été l'homme qui avait fait le Mirage 3 quand même. Et puis Jean-Paul Aymoré, qui a été par la suite aspiré là-dedans. Puis il y avait peut-être une ou deux personnes en plus. Et tout partait de là. Et le lundi matin, Riesenthaler nous débriefait. Il disait le patron a dit ça, on va faire ceci ou faire cela. Il nous tenait très au courant. Et on participait. Donc finalement, le seul fois où je l'ai vu, c'est il est venu voir le F1. On avait tout fermé. C'était François Cordier qui était son interlocuteur. Moi, j'ai jamais. Et puis il était assez redoutable parce qu'il y avait quand même des histoires qui couraient sur lui où il avait des phobies. Il avait la phobie des barbes. Il avait la phobie. Et puis c'est un monsieur qu'il ne fallait pas contredire. Il y a un monsieur qui s'appelle Béziot, c'est Moreau qui m'avait raconté ça. Béziot qui était avant-guerre le type qui avait fait le Languedoc. Donc c'était pas n'importe qui. Et lorsque ils ont, enfin moi je tiens le Moreau, lorsque on avait acheté la licence d'un réacteur anglais pour le Mirage 1, sur lequel on devait monter une post-combustion. Et c'est nous qui fabriquions la post-combustion. Et ce monsieur, Béziot, dans les réunions du samedi de l'époque, avait dit ça marchait pas très bien, et le père Dassault lui avait dit faudrait peut-être faire ça, et il lui avait dit ça marchera pas non plus. Et du jour au lendemain, il a été écarté. Et le père Dassault, c'est comme ça qu'on l'appelait, est venu voir, il a confié à Riesenthaler le travail qu'avait Béziot. Et quand Ritz lui a dit c'est pas moi, mais c'est. Non, il fait autre chose. Et Béziot, paraît-il, resté 10 ans dans son bureau à rien faire. 9h à 18h. Oui, il y avait beaucoup d'admiration, mais il y avait beaucoup de crainte. Et quand Cuny a envoyé à Marcel Dassault le bouquin sur les ouragans et autres, La Rivière, qui était, c'est Pozzoli, qui éditait les Docavier en question, il l'avait fait relier en cuir.
bel exemplaire relié en cuir. Et il a envoyé ça à M. Dassault avec une dédicace. Il était plus dans la boîte. Jean n'était plus dans la boîte. Et il lui dit je vous remercie, mais il faut plutôt se tourner vers l'avenir que vers le passé. Mot sec. Il était craint, hein. Je crois qu'il a débarqué pas mal de gens. Je pense qu'il se laissait avoir par des gens qui lui passaient la pommade, et puis je crois qu'il terrorisait certaines personnes. Il faut aller voir. Moi, je les ai vus de loin se parler. De Plante était quand même un peu terrorisé. Pourtant, c'est un grand bonhomme. Bon, non, moi, c'était pas mon époque. C'était peut-être un peu la raison pour laquelle Dassault n'a pas toujours eu très bonne presse. Enfin, disons que c'est que ça a quand même souvent été une maison qui était un peu contestée. On a toujours prétendu que les avions étaient un peu chers, que ça coûtait aux contribuables, etc. Ils étaient bien négociés, qu'est-ce que vous croyez? Oui, mais un peu trop cher quand même. Non. Et là, je crois on l'a souvent dit quand même que oui. C'est le contribuable qui a beaucoup payé, quoi, disons. Vous savez, 2 fois, il a joué une carte personnelle. À la fin de la guerre, il fallait faire un avion de chasse. Bon, on avait des vampires, des météores. Les Américains étaient assez réticents à donner des avions. On a fait l'Espadon. L'Espadon, c'est un avion qui était à peu près bien réussi, qui était lourd et sous-motorisé. Il avait des performances qui étaient à la hauteur de son moteur, c'est tout. Il avait un NIN qui n'était pas fort. Le NIN était imposé puisque Hispano-Suiza avait obtenu la licence de ce réacteur. Le père Dassault a sorti de ses cartons l'Ouragan, un avion très simple, relativement léger, qui faisait les performances demandées, qui n'étaient pas des performances extraordinaires. Il était conventionnel, il avait une voilure d'épaisseur raisonnable, facile à fabriquer, pas cher. Naturellement, il a fait du lobbying auprès de l'armée de l'air, et naturellement, c'est ça qui a été choisi. La deuxième chose, ça a été le F1, le Mirage 3. Le Mirage 3, on fait le Durandal, on fait le Trident, on fait le Mirage 1, qui lui aussi était un petit avion, qui était des intercepteurs. Et le père Dassault dit « Mais non, c'est un monoréacteur, c'est le Mirage 3 qu'il vous faut ». Il lance à ses frais le Mirage 3, avec des morceaux d'un autre avion, le Mirage 2 qui n'avait pas été fait. Puis là, l'avion il fait Mach 2, il se révélera plus tard polyvalent. Et les autres, qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des avions des compagnies nationales qui n'étaient pas plus idiots que les ingénieurs, sauf que les compagnies nationales, ils n'avaient aucun pouvoir pour faire ça. Le PDG d'une entreprise nationale, il ne va pas lancer ça à ses côtes. Donc, et puis le troisième, c'est le F1. Le F1, il l'a lancé à ses côtes. Le F2, trop gros avec un réacteur américain, on n'en voulait pas. Ça patachonnait, c'était hors de prix, comme les avions qu'on a fait. Il a sorti le F1 à ses frais. Bon, l'avion s'est cassé, mais par la suite, il avait fait quand même des perfos honorables. C'est le F1 qui s'impose. Après, l'état-major, les services demandent le G4, magnifique avion, le plus rapide, au niveau de tous les avions américains, le G4, le G8 par la suite, le G qui a fait l'admiration des Américains. Ils ont été à 2 doigts de le construire sous licence, le G, avec un réacteur américain, le TF-306. Il fait, on lance l'ACF, l'avion de combat futur, biréacteur, extrêmement cher,
très lourd, c'était plus cher qu'un F-15. Hein. On n'avait pas les moyens de se le payer. Il sort de ses cartons le Mirage 2000. Et ça, Jean-Paul Aymoré m'a raconté comment ça s'était fait. Il était au bureau d'études et il était un des rares ingénieurs de son rang à approcher Monsieur Dassault. Donc il m'a bien aidé pour la rédaction de mon bouquin. Et il a sorti cet avion alors que Raymond Barre, qui n'aimait pas beaucoup, pas plus que Giscard à mon avis, qui n'aimait pas beaucoup le père Dassault, il voulait fusionner avec la SNIAS. Il a sorti ça, que les militaires ont dit oui, mais ça, bien sûr, c'est ce qu'il nous faut. Et il n'a pas pu aller contre. Il avait un projet qui était tout fait. On ne lui a pas demandé 3 mois, 6 mois. Et toute la force de la société a été d'anticiper sur ce que l'armée de l'air, à défaut de vouloir, pouvait se payer. Et puis il y avait aussi un programme qui n'était pas anodin, hein. C'est que sur les 350 ou 400 Mirage 3 pour la France, il y en a quand même eu 1500 au total, dont 1100 à l'exportation. À une époque où les devises, ça valait son pesant d'or, ce sont des choses comme ça. Je crois qu'il avait une intelligence industrielle, en dehors de son intelligence d'ingénieur qui est incontestable, hein. Il a eu cette intelligence industrielle de savoir faire du lobbying quand il le fallait, en proposant des matériels. C'est ça la force de la société. Et la force de la société, c'est d'avoir une hiérarchie extrêmement légère. C'est-à-dire que les grands directeurs, nous on appelait les grands directeurs, on y avait accès. Et bon, qu'est-ce que vous voulez, moi j'ai beaucoup apprécié Serge Dassault parce qu'il avait retenu certaines leçons. Il n'avait pas eu la vie facile, hein. Quand à 17 ans on est à 2 doigts d'être déporté, se retrouver à Drancy à 17 ans, hein, ça l'avait marqué. Mais je n'ai jamais entendu. Il avait des commentaires sur la vie politique, il fallait entendre ses commentaires. Hein, parce que Serge Dassault, il est au premier degré. C'est pas un monsieur qui a des idées tordues, scabreuses, autres. Non, il dit ce qu'il pense. Ça choque parfois les gens, mais il dit ce qu'il pense et il le fait. Et donc, moi, je n'ai jamais entendu se plaindre de quoi que ce soit. Alors si, il se plaignait, les politiques nous font des misères, c'est pas gentil et tout ça. Mais c'était quelqu'un d'abordable. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai été très chagriné. Le jeudi, j'ai été me recueillir devant sa dépouille. J'étais très ému parce que quand il avait des choses à dire, il le disait. On pouvait le faire revenir sur des décisions. Non, c'était un PDG comme... et puis, là aussi, les Dassault ont eu cette qualité. Bon, évidemment, ils avaient une belle fortune, mais ils n'ont jamais spéculé sur l'action. Ils ont toujours vu au-delà du premier rang, ils ont toujours essayé d'anticiper. Serge a pris des décisions pas faciles quand il a fermé Toulouse. C'était une belle usine, l'usine de Toulouse. Mais est-ce qu'on avait les moyens on était 17 000 à l'époque. Voire aujourd'hui, on survit, c'est pas facile, mais il y a une belle continuité. C'est la 3e génération maintenant, je ne sais pas ce qu'ils feront, hein. C'est un autre problème.
Et alors vous-même, vous n'avez jamais, vous êtes jamais orienté vers l'aviation civile, enfin, puisque Dassault avait quand même une branche civile qui est devenue très importante aussi. Non, j'aime pas les avions civils. Vous avez parlé du Mercure, évidemment, qui a été aussi... Et il y avait cette concurrence, disons, entre guillemets, avec Toulouse, quoi, puisque bon... Non, pour dire que... les civils, c'était Bordeaux. Oui, non, mais je veux dire, avec à Toulouse... Avec l'aérospatiale, Airbus, etc. C'était quand même une concurrence frontale entre les... Oui, mais... ça l'a été pour le Mercure en particulier. Oui, le Mercure est arrivé... il aurait eu le CFM 56, ça aurait été autre chose. Mais on a fait les avions civils. Et les avions civils, c'est une décision de Pierre François, hein. Quand les gens ont proposé ça, de faire un avion civil, beaucoup de gens dans la société disent c'est pas notre métier, on n'y arrivera pas, et Pierre François l'a imposé, et c'est une belle réussite. On a quand même eu 160 avions du groupe américain, hein. Puis on passe aussi sous silence des belles réalisations comme Dassault Systèmes. Dassault Systèmes qui a une capitalisation supérieure à celle de Dassault aujourd'hui, hein, et qui est parti avec un actionnaire principal qui a mis 100 000 francs. Le père Dassault lui a dit si vous voulez créer, vous mettez 100 000 francs. Moi j'aurais bien mis 100 000 francs à l'époque. 10% de Dassault Systèmes, c'est pas mal. Non, ce sont des belles réalisations qui prouve qu'on est capable de sortir du niveau. Non, moi, les avions civils, ça m'a jamais passionné. Bon, parce que j'ai commencé là-dedans, parce que j'aurais bien voulu être pilote militaire et que ma vue m'y empêchait. Et puis, je me suis contenté de voler sur des jodels avec des copains comme Badachev qui me servait, qui était un ingénieur de la société, qui me servait de moniteur quand on volait à Guyancourt. Puis après, il y a eu des bis avec le CE. Donc j'ai volé à Taillandier où j'ai passé mes épreuves. Mais à Biarritz, je volais avec un gars qui était un très bon camarade, qui était Réginald Jouot, qui était le neveu du général d'ailleurs. Mais j'ai jamais beaucoup aimé piloter. Je l'ai fait, comme ça, mais ça me passionnait pas parce que je trouvais que c'était trop accaparant. Voler, faut naviguer, faut regarder les instruments. Non, le problème c'est que voler, il faut sortir des 2 premiers degrés pour faire des vols aux instruments en IFR, et il faut passer des licences IFR. Et ça, pour sortir des tours de piste ou voler en VFR de Paris à Orléans, ça ne m'a pas passionné beaucoup. Alors que, si, il y a une chose qui m'a passionné, c'est le parachutisme. J'ai fait des parachutismes à l'armée, puis j'ai sauté il n'y a pas encore très longtemps. Mais le problème du parachutisme, alors là, on est libre. On fait ce qu'on veut, on vole. On peut même, en mettant bien son corps et ses mains, on peut légèrement remonter en ayant pris de la vitesse. Ça, c'est bien. Mais voler... alors, ce qui est bien, c'est que les comités d'entreprise offrent cette possibilité. Chez Dassault, on avait un comité d'entreprise. On volait à Guyancourt sur soit un monomoteur motoplaneur Fournier, qui était bien, soit le Jodel 117 sur lequel tout le monde a appris à voler, c'était bien. Mais puis la région parisienne, c'est aussi casse-pied. Hein. Quand je volais à Saint-Cyr, il y a du trafic le week-end à Saint-Cyr. Hein. Et il y a des gros avions, il y a des bimoteurs. Et vous êtes en approche au-dessus du château de Versailles, dans le dernier virage. À l'époque, il n'y avait pas la radio n'était pas obligatoire. Puis, hop, au-dessus de vous passe en trombe un Cessna bimoteur
qui se pose devant vous, bon, vous n'êtes pas grand-chose. Hein. Alors, moi j'étais lâché à Chavenay par mon moniteur. Chavenay, c'était sympa. Un petit aérodrome en herbe, sympathique, mais enfin, bon. Ça à Biarritz, c'était la même chose. À Biarritz, on n'allait pas loin. Hein. Et il y a toute la zone des Landes qui est interdite. Il y a Cazaux, il y a les lignes. C'est pas facile. Donc, nous sommes un peu passionnés. Bien. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va vous remercier de ce témoignage. Je vous en prie. C'est avec plaisir que j'ai rendu hommage à mes favoris, à ceux qui m'ont soutenu dans la société et qui étaient des gens absolument prodigieux.